Je m'appelle Monica et j'ai 61 ans. La nuit dernière, mon propre fils m'a frappé jusqu'à ce que je saigne au-dessus d'un bol de soupe sans sel. Pendant que je restais sur le sol de la cuisine à essuyer mon propre sang avec un vieux chiffon, il est allé calmement dans sa chambre, a fermé la porte et s'est endormi comme si de rien n'était. Comme si frapper sa propre mère était la chose la plus normale au monde. Ce matin, je me suis réveillée le corps endolori, des bleus sur les bras et une coupure à la lèvre qui me fait encore mal quand je parle. Mais ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la douleur physique, c'est l'humiliation. C'est de savoir que mon propre fils, celui que j'ai élevé avec tant d'amour, celui à qui j'ai tout donné, me voit comme sa femme de ménage personnelle. C'est de savoir que mon seul but dans ce monde est de le servir et de me taire. Je me suis levée à 5 heures du matin, comme tous les autres jours. Ethan était déjà réveillé, assis à la table de la cuisine dans son impeccable costume gris, en train de faire défiler son téléphone. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis entrée. Il a juste dit, sans regarder, « Petit déjeuner, dépêche-toi, j'ai une réunion importante. » Comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne m'avait pas hurlé dessus la veille au soir, en me traitant de bonne à rien, d'inutile, en disant que si je n'étais pas sa mère, il m'aurait jetée à la rue. J'ai préparé ses œufs brouillés exactement comme il les aime, avec 3 cuillerées de fromage râpé, 2 tranches de pain grillé et un café noir sans sucre. Tout devait être parfait, mesuré au détail près, parce que si quelque chose ne serait-ce qu'un tout petit peu différent, il explose. Et quand Ethan explose, c'est moi qui paie. Pendant qu'il prenait son petit déjeuner, le bruit d'une clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée a résonné dans la maison. C'était une jeune femme élégante nommée Savannah, sa femme, qui me salue toujours avec un faux sourire et me traite comme si j'étais invisible. Elle est entrée en portant une robe vert clair et des talons hauts, a embrassé Ethan sur la joue, puis s'est assise à table comme si elle était chez elle. « Bonjour, Madame Davis », m'a-t-elle dit de cette voix douce qu'elle n'utilise que quand Ethan est là. « Comment allez-vous ce matin ?» J'ai eu envie de lui dire que je m'étais réveillée couverte de bleu à cause de son mari, que j'avais des ecchymoses partout dans le dos, que je n'en pouvais plus. Mais à la place, j'ai souri et j'ai répondu « Ça va, merci. » « Tu veux prendre un petit déjeuner, Savannah ?» ai-je demandé. Ethan m'a lancé un regard d'avertissement. Ses yeux disaient clairement « Un seul mot de travers et ce soir sera pire. » Puis il a ajouté avec ce faux sourire qu'il n'utilise que lorsqu'il a un public. « Regarde, maman, je t'ai acheté ce nouveau maquillage. C'est parfait pour couvrir ces petites égratignures que tu t'es faites quand tu es tombée hier soir. » Oui, de petites égratignures. C'est comme ça qu'il appelle ce qu'il m'a fait. Comme si c'était un accident. Comme si j'étais tombée et que j'avais atterri sur son poing toute seule. J'ai pris le maquillage sans rien dire. C'était un fond de teint cher, le genre qui coûte plus de 50 $. Il l'a probablement acheté avec mon argent de retraite, parce qu'il gère tout mon compte bancaire. Il dit que c'est pour mon bien, qu'à mon âge je ne peux plus gérer l'argent toute seule. La vérité, c'est que je n'ai pas vu un seul centime de ma propre pension depuis 2 ans. Savannah le regardait avec des yeux brillants d'admiration. « Tu es tellement attentionnée, chérie, toujours à prendre soin de ta maman. » Si seulement elle savait. Si seulement elle savait que son mari parfait, ce cadre supérieur prospère qui gère des comptes de plusieurs millions de dollars au bureau, rentre chaque soir à la maison pour se défouler sur moi. Après le petit déjeuner, Ethan a mis sa cravate rouge, a pris sa mallette et m'a chuchoté à l'oreille pendant que Savannah retouchait son maquillage. « Tu te souviens de ce dont on a parlé hier soir? Si tu ouvres la bouche, si tu dis à qui que ce soit ce qui se passe ici, tu vas le regretter. Personne ne te croira. Tu n'es qu'une vieille folle qui vit de la charité de son fils. » Ces mots m'ont glacé jusqu'aux os. Ils sont partis ensemble, main dans la main, comme le couple parfait qu'ils prétendent être. Je les ai regardés depuis la fenêtre monter dans la nouvelle voiture d'Ethan, une berline noire qui coûtait plus de 400 000 $. Mon argent, tout ça acheté avec mon argent. Quand la maison est devenue silencieuse, je me suis assise dans la cuisine et j'ai commencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais de rage, d'impuissance. Parce que je sais que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi.
Je sais que je ne peux pas continuer à vivre comme ça, mais je ne sais pas non plus comment sortir de ce cauchemar. Je suis restée des heures dans cette cuisine silencieuse, à regarder la lumière du soleil avancer lentement sur les carreaux du sol. Cette maison était autrefois mon refuge. Je l'ai achetée il y a 30 ans avec l'argent que j'ai économisé en travaillant comme secrétaire de direction au cabinet d'avocats Sullivan Associates. 40 ans de ma vie consacrée à ce travail. Me lever à 5 heures du matin, être toujours à l'heure, organiser la vie des autres. Je n'aurais jamais imaginé finir prisonnière dans ma propre maison. Tout a commencé il y a 3 ans, quand Ethan a divorcé de sa première femme. Il s'est présenté un soir à ma porte avec une valise à la main et ce regard de petit garçon perdu qui faisait toujours fondre mon cœur. Maman, j'ai besoin de rester ici quelque temps, juste le temps de régler ma situation financière. Il m'a dit que le divorce l'avait ruiné, qu'il avait perdu sa maison, qu'il n'avait nulle part où aller. Moi, comme la mère stupide que j'ai toujours été, j'ai ouvert ma porte et mon cœur. Bien sûr, mon fils, c'est aussi chez toi. Quelle naïveté! Je ne savais pas que j'invitais le diable à vivre avec moi. Les premiers mois ont été normaux. Ethan se levait tôt, allait travailler, rentrait le soir et nous dînions ensemble. Il m'a même aidé à faire les courses. Je pensais que nous aurions enfin la relation mère-fils dont j'avais toujours rêvé. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. D'abord, ce furent de petites remarques. Maman, c'est trop salé. Maman, pourquoi tu ne nettoies pas mieux la salle de bain? Maman, tes vêtements sont trop froissés. C'est gênant. Des remarques qui faisaient mal, mais que je justifiais en me disant qu'il était juste stressé par le divorce. Puis il a commencé à s'intéresser à mes finances. Maman, à ton âge, tu ne devrais pas manipuler autant d'argent liquide. C'est dangereux. Laisse-moi t'aider avec tes comptes. Et moi, comme l'idiote que je suis, je lui ai donné accès à mon compte bancaire. C'est juste pour m'aider, pensais-je. C'est mon fils, il ne me ferait jamais de mal. Comme j'avais tort, en 6 mois, Ethan avait complètement pris le contrôle de mon argent. Ma pension mensuelle de 1 200 $ allait directement sur son compte. Il me donnait 20 $ par semaine pour mes dépenses personnelles. Comme si j'étais une enfant à qui l'on donne de l'argent de poche. Quand je lui demandais où passait le reste, il répondait « Maman, j'investis tes économies pour les faire fructifier. Fais-moi confiance. » Puis Savannah est arrivée, une femme de 25 ans plus jeune que lui, avec un sourire parfait et une ambition qu'on repérait à 1 kilomètre. Ethan l'a rencontrée au bureau où elle travaillait comme assistante marketing. 6 mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie qui a coûté plus de 100 000 $. Mon argent, bien sûr. Depuis que Savannah est entrée dans nos vies, tout est devenu pire. Ethan a commencé à me traiter comme la bonne. Maman fait le dîner pour Savannah et moi. Quelque chose d'élégant. Elle est habituée aux belles choses. Maman nettoie la salle de bain des invités. Des gens importants viennent. Maman lave cette chemise à la main. Elle est trop chère pour la machine à laver. Et j'obéissais toujours. J'obéissais parce que j'avais peur qu'il se mette en colère. Peur qu'il mette sa menace à exécution et me mette dehors de ma propre maison. Parce que même si la maison est légalement à mon nom, Ethan m'a convaincu d'ajouter aussi son nom sur l'acte, pour la sécurité. Il disait « Maman, au cas où il t'arrive quelque chose ». La violence a commencé il y a 1 an. Au début, c'était des bousculades accidentelles, puis des pincements sur le bras quand je ne faisais pas quelque chose comme il voulait. « Tu me rends folle, maman. Tu es trop lente. » Puis ça a empiré. Des coups sur l'épaule, des claques quand la nourriture n'était pas à son goût, et des coups de poing dans le dos si je ne nettoyais pas assez vite. Mais la nuit dernière était différente. La nuit dernière, il a franchi une limite que je n'aurais jamais cru possible. J'avais préparé une soupe de légumes pour le dîner. C'était un mardi et nous mangeons toujours léger le mardi. J'ai dressé la table avec soin, servi le pain grillé et la soupe chaude. Tout était parfait. Ethan est rentré fatigué du bureau, s'est assis à table sans me saluer, a pris la première cuillerée et son visage a changé. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il hurlé en recrachant la soupe dans le bol. « Il n'y a pas de sel, c'est aussi fade que de l'eau. » Je me suis immédiatement excusée. « Je suis désolée, mon fils. J'ai oublié le sel. Je vais en ajouter un peu. »
Mais c'était trop tard. Ethan s'est levé comme une bête, a attrapé le bol de soupe et me l'a jeté au visage. Le liquide brûlant m'a brûlé la joue. Des morceaux de porcelaine m'ont coupé la lèvre. Tu es inutile, a-t-il crié en me saisissant le bras si fort que je savais que ça laisserait un bleu. 40 ans secrétaire, et tu n'es même pas capable de faire une soupe correcte. Tu es pitoyable. Il m'a poussé contre le mur de la cuisine. Ma tête a heurté le carrelage et j'ai vu des étoiles. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il m'a frappé d'une claque si forte que mon oreille a bourdonné pendant des heures. Puis une autre, et encore une autre. Savannah amène ses amis déjeuner demain, m'a-t-il dit pendant que je me couvrais le visage de mes mains. Je veux que tu prépares quelque chose de spécial et tu as intérêt à ce que ce soit parfait. Parce que si tu me fais honte, si tu montres ne serait-ce qu'un signe de ton état pitoyable, je te jure que je te fous dehors. Puis il s'est calmé, comme toujours après m'avoir frappé. Il s'est penché, m'a aidé à me relever et a essuyé le sang sur ma lèvre avec une serviette. Je suis désolé, maman, a-t-il dit d'une voix douce. Je me frustre tellement quand je te vois comme ça. Je sais que tu peux faire mieux. C'est pour ton bien. Comme ça, tu apprendras. Et il est allé dormir paisiblement, comme si rien ne s'était passé. Je suis restée éveillée toute la nuit dans la cuisine, à nettoyer les restes de soupe et la porcelaine brisée sur le sol. Chaque petit morceau que je ramassais, c'était comme si je ramassais les fragments de ma propre dignité. Ma lèvre saignait encore, mais ce n'était plus seulement une douleur physique. C'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. C'était la réalisation que mon propre fils, la personne que j'aimais le plus au monde, était devenu mon bourreau. En nettoyant, j'ai commencé à me rappeler comment nous en étions arrivés là. Ethan n'a pas toujours été comme ça. Quand il était petit, il était doux et affectueux. Son père nous a quittés quand il avait 8 ans, et à partir de là, il n'y avait plus que lui et moi contre le monde. J'ai travaillé en double journée pendant des années pour lui donner tout ce dont il avait besoin. Je l'ai mis dans la meilleure école privée que je pouvais me permettre. Je lui ai acheté des vêtements de marque, payé des cours de piano, des cours d'anglais, tout ce qu'il demandait. Peut-être que c'était mon erreur. Peut-être que je l'ai tellement gâté qu'il n'a jamais appris la valeur du respect, de l'effort, du véritable amour. Je lui ai toujours tout donné sur un plateau d'argent, sans rien demander en retour. Et maintenant, 35 ans plus tard, c'est moi qui paie le prix de mes décisions. À l'aube, j'ai entendu ses pas descendre l'escalier. Mon cœur s'est mis à battre vite, comme toujours quand il est près de moi. C'est incroyable comme on peut vivre dans un état d'alerte constant dans sa propre maison. Il est entré dans la cuisine déjà habillé de son costume noir, vérifiant son téléphone comme chaque matin. Cette fois, il n'a même pas demandé le petit déjeuner. Il s'est assis et a attendu que je le serve. J'ai préparé ses œufs brouillés, son café noir, ses 2 tranches de pain grillé, le tout dans un silence total. Il a mangé en répondant à des emails comme si j'étais invisible. À 7h30, Savannah est arrivée. Cette fois, elle portait une robe jaune moulante et des talons hauts qui résonnaient sur le sol comme des coups de marteau. Elle était radieuse comme toujours. Je me demandais si elle remarquait un jour les bleus que j'ai, les marques sur mes bras, la façon dont je sursaute chaque fois qu'Ethan élève la voix. Bonjour, Madame Davis, m'a-t-elle dit avec ce sourire plastique. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien, merci, ai-je menti comme toujours. Vous voulez un petit déjeuner? Juste un café, s'il vous plaît, a-t-elle répondu, léger avec édulcorant. En lui servant son café, je l'ai vu m'observer du coin de l'œil. Ses yeux se sont arrêtés sur ma lèvre gonflée, sur le bleu qui dépassait du col de mon chemisier. Un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose, demander ce qui m'était arrivé, mais elle a simplement détourné le regard et est retournée à son téléphone. Ethan a fini son petit déjeuner et m'a regardé fixement. Tu te souviens de ce que je t'ai dit hier soir, maman? Savannah amène 3 amis déjeuner. Je veux que tu prépares ça quelque chose de spécial. Fruits de mer, pâtes, salade César, dessert, et achète du vin blanc. Du bon, pas cette piquette bon marché que tu as l'habitude d'acheter. Il m'a donné 3 billets de 20 $ comme si c'était une grande générosité. 60 $ pour préparer un déjeuner pour 5 personnes, alors qu'il dépense plus que ça dans une seule chemise. Et encore une chose,
a-t-il ajouté en se penchant pour me chuchoter à l'oreille pendant que Savannah ne regardait pas. Mets le maquillage que je t'ai acheté. Couvre bien ces marques. Si l'une de ses amies pose des questions bizarres, si elles font la moindre remarque sur ton apparence, tu vas le regretter. Tu m'as comprise? J'ai hoché la tête, sentant mes mains trembler légèrement. Il a souri, m'a embrassé sur le front comme le fils parfait qu'il prétend être, et ils sont partis ensemble. Dès que la porte s'est refermée, je me suis effondrée sur une chaise de cuisine. 60 $ pour un déjeuner élaboré. Les fruits de mer frais coûtent au moins 30 $ la livre. Le bon vin, encore 20. Comment suis-je censée faire des miracles avec si peu d'argent? Mais ce n'était pas seulement l'argent qui me tourmentait. C'était la pression de devoir paraître normale devant les amis de Savannah, de jouer la belle-mère heureuse d'une famille parfaite, quand la réalité est que je suis une femme battue dans ma propre maison. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain et je me suis à peine reconnue. Ma lèvre était enflée et violette. Il y avait une petite coupure au coin de ma bouche. Mes yeux étaient rouges et gonflés d'avoir trop pleuré. Le bleu sur mon cou ressemblait à une tache sombre qui s'étendait vers ma clavicule. J'ai ouvert le maquillage qu'Ethan m'avait donné. C'était une marque importée chère, le genre de fond de teint que les femmes élégantes comme Savannah utilisent tous les jours. J'ai commencé à l'appliquer avec soin, couvrant chaque marque, chaque échymose, chaque preuve de ce qui se passe vraiment dans cette maison. En me maquillant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toutes les fois où j'avais fait ça auparavant. Combien de matins je m'étais réveillée pour cacher des bleus, pour inventer des excuses à propos de chutes et d'accidents. Je me suis cognée contre la table, la porte du placard m'a échappé des mains. Je suis tombée dans l'escalier, un mensonge après l'autre pour protéger la réputation de mon fils. Je suis sortie faire les courses, ma liste à la main et mon visage parfaitement maquillé. Au supermarché, j'ai essayé d'étirer ces 60 $ autant que possible. J'ai acheté des crevettes surgelées au lieu de gambas fraîches. La marque de vin la moins chère qui ne soit pas infâme. Des pâtes en promotion. Chaque centime comptait. En attendant à la caisse, une femme âgée s'est approchée de moi. C'était Clarisse, ma voisine d'à côté, une veuve d'une 60aine d'années qui a toujours été gentille avec moi. Bonjour Monica, a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. Comment ça va, ma chère? Je ne t'ai pas vue dans le jardin ces derniers temps. Bonjour Clarisse, ai-je répondu. Ça va, merci. J'ai juste été très occupée avec des choses à la maison. Elle m'a regardée attentivement et j'ai remarqué ses yeux s'attarder sur ma lèvre malgré le maquillage. Tu t'es fait mal à la bouche? A-t-elle demandé avec une vraie inquiétude. Mon cœur s'est emballé. Non, ce n'est rien, ai-je menti. Je me suis cognée contre la porte du placard hier soir. Tu sais comme je suis maladroite. Clarisse a froncé les sourcils mais n'a pas insisté. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où j'habite. Je suis toujours à la maison l'après-midi. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait offert une aide sincère, que personne ne m'avait traité avec une vraie gentillesse. Un instant, j'ai voulu tout lui dire, la supplier de m'aider, lui avouer le cauchemar que je vivais. Mais la voix d'Ethan a résonné dans ma tête. Si tu ouvres la bouche, si tu dis à qui que ce soit ce qui se passe ici, tu vas le regretter. Personne ne te croira. Tu n'es qu'une vieille folle vivant de la charité de son fils. Merci, Clarisse, ai-je simplement dit. Tu es très gentille. Je suis rentrée et j'ai commencé à cuisiner comme une folle. Tout devait être prêt pour midi, quand Savannah et ses amis arriveraient. J'ai nettoyé la maison de fond en comble, dressé la table avec la bonne vaisselle et arrangé des fleurs au centre. Tout devait être parfait. Pendant que je cuisinais, je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que Clarisse avait dit. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où j'habite. Soupçonnait-elle quelque chose? Avait-elle entendu les cris qui sortirent de ma maison la nuit? À 11h30, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Madame Davis, a demandé une voix d'homme. Oui, c'est moi. Je suis le comptable de l'entreprise de votre fils, Ethan. Nous devons vous parler d'urgence à propos de certaines incohérences dans les comptes. Pourriez-vous venir au bureau cet après-midi? Mon cœur s'est arrêté. Des incohérences? Je ne comprends pas.
Je préférerais ne pas en discuter au téléphone, Madame Davis. Pouvez-vous venir à 15 heures? C'est très important. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Qu'est-ce qu'Ethan avait fait au travail? Pourquoi m'appelait-il moi? Un mauvais pressentiment s'est installé dans mon ventre, mais je n'avais plus le temps d'y penser parce que Savannah et ses amis arrivaient déjà. La sonnette a retenti exactement à midi. J'ai pris une grande inspiration, retouché mon maquillage une dernière fois et je suis allée ouvrir la porte. Il y avait Savannah avec ses trois amies, toutes habillées comme si elles allaient à un défilé de mode. Robes coûteuses, sacs de créateurs, chaussures qui coûtaient à moins plus que ma pension mensuelle. Bonjour, Madame Davis, a dit Savannah de cette voix douce qu'elle réserve aux grandes occasions. Laissez-moi vous présenter mes amies. Voici Béatatrice. Elle travaille aux ressources humaines. Voici Brenda du service marketing et voici Evelyne du service juridique. Mon cœur a failli s'arrêter en entendant le nom d'Evelyne. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Je l'ai regardée de plus près et oui, c'était bien elle. Evelyn Brooks, ma sœur cadette, que je n'avais pas vue depuis plus de 2 ans. Evelyne m'a regardée avec la même surprise, mais nous avons toutes les deux fait comme si de rien n'était. Elle a toujours été plus intelligente que moi, plus rusée. Elle a immédiatement compris qu'il se passait quelque chose d'étrange, surtout quand elle a vu mon visage maquillé et mon attitude nerveuse. Enchantée de vous rencontrer, Madame Davis, m'a-t-elle dit formellement, comme si elle ne me connaissait pas. Votre belle-fille nous a tant parlé de vous. Je les ai invités dans la salle à manger où j'avais mis ma plus belle nappe, la vaisselle héritée de ma mère et les verres en cristal que je ne sortais que pour les grandes occasions. Tout avait l'air élégant, exactement comme Ethan l'exigeait. J'ai servi le déjeuner en essayant de garder les mains stables. Les pâtes aux crevettes étaient réussies malgré le budget limité. La salade César avait l'air fraîche. Le pain était chaud. J'ai même réussi à préparer un tiramisu simple pour le dessert. Les femmes mangeaient et parlèrent du travail, de leur vie, de leurs projets pour le week-end. Je faisais des allers-retours entre la cuisine et la salle à manger, servant plus de vin, débarrassant les assiettes, comme l'hôtesse parfaite que je devais être. Mais les yeux d'Evelyne ne me quittaient trop pas. Je connaissais ce regard. C'était le même qu'elle avait quand nous étions petites et qu'elle savait que je cachais quelque chose. Tout au long du repas, elle m'observait discrètement, étudiant chacun de mes gestes. C'est délicieux, a commenté Béatatrice. Vous avez cuisiné tout ça vous-même, Madame Davis? Oui, j'aime cuisiner, ai-je répondu avec un sourire forcé. C'est un plaisir quand c'est pour des personnes aussi charmantes que vous. Quelle chance à Ethan d'avoir une belle-mère aussi dévouée, a ajouté Brenda. C'est difficile de trouver des femmes aussi attachées au foyer de nos jours. Savannah a souri fièrement. C'est vrai, Madame Davis s'occupe toujours de tout. C'est comme avoir une femme de ménage, mais en mieux, parce qu'elle le fait avec amour. Ces mots m'ont poignardé, mais j'ai gardé mon sourire. Une femme de ménage. Voilà ce qu'elle pensait de moi. Pas une mère, pas une personne avec des droits et une dignité, mais une servante gratuite. Evelyne s'est raclé la gorge. Et vous faisiez quoi avant, Madame Davis? Vous avez toujours été femme au foyer? Je me suis arrêtée, ressentant une petite fierté pour la première fois depuis longtemps. J'ai travaillé 40 ans comme secrétaire de direction au cabinet d'avocats Sullivan & Associates. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans. Les yeux d'Evelyne se sont illuminés. Sullivan & Associates était l'un des cabinets les plus prestigieux de la ville, où elle avait fait un stage pendant ses études de droit. Comme c'est intéressant, s'est-elle exclamée. Je connais ce cabinet. Ils ont une excellente réputation. Vous avez dû rencontrer beaucoup de gens importants pendant toutes ces années. Oui, ai-je dit avec un sourire plus sincère. J'ai rencontré des juges, des procureurs, des avocats influents. J'ai même aidé sur de gros dossiers. Monsieur Sullivan disait toujours que j'étais indispensable. Savannah a semblé mal à l'aise de voir la conversation prendre cette direction. Elle n'aimait pas que je sois au centre de l'attention ou qu'on parle de mes réussites professionnelles. Elle a changé de sujet rapidement. Eh bien, maintenant Madame Davis est à la retraite et profite de son repos bien mérité, a-t-elle dit avec ce faux sourire. Ethan s'occupe de tout, de ses finances, de ses besoins. C'est un fils si responsable.
Evelyne m'a fixée quand Savannah a dit ça. Je connais ma sœur, et ces mots lui ont semblé étranges. Une femme qui a travaillé 40 ans dans un grand cabinet n'a pas besoin que son fils gère ses finances. Le déjeuner s'est poursuivi avec des banalités, mais je sentais la tension monter. Evelyne continuait de m'observer, et je savais qu'elle avait remarqué que quelque chose n'allait pas. Quand je suis allée dans la cuisine chercher le dessert, elle m'a suivie. Vous avez besoin d'aide a-t-elle demandé, mais elle cherchait surtout un moment pour me parler seule. Non merci, tout est sous contrôle, ai-je répondu en évitant son regard. Monica, a-t-elle dit à voix basse, utilisant mon vrai prénom pour la première fois de l'après-midi. Est-ce que ça va? Tu as l'air différente. Un instant, toutes mes défenses se sont effondrées. J'ai eu envie de la serrer dans mes bras, de tout lui dire, de la supplier de m'aider. Mais à ce moment précis, j'ai entendu les clés d'Ethan dans la porte d'entrée. Il rentrait plus tôt que d'habitude. Tout va bien, Evelyne, ai-je dit vite. Je suis juste un peu fatiguée. Ethan est entré dans la salle à manger avec ce sourire parfait qu'il utilise quand il a des invités. Il a salué les femmes avec élégance, a embrassé Savannah sur la joue et m'a regardé avec approbation. Le déjeuner s'était bien passé, comme il l'avait ordonné. Comment vont les plus belles dames du bureau? A-t-il dit avec ce charisme factice qu'il affiche en public. J'espère que ma mère s'est bien occupée de vous. Parfaitement, a répondu Béatatrice. Votre mère est charmante. Ethan a posé sa main sur mon épaule, et je me suis tendue automatiquement. Il a senti ma réaction et a serré un peu plus fort, un avertissement silencieux. C'est la meilleure mère du monde, a-t-il dit, mais ses doigts s'enfonçaient dans mon épaule à travers le chemisier. Toujours à veiller sur tout le monde, toujours à se sacrifier pour la famille. Les femmes ont commencé à prendre congé après le dessert. Evelyne a été la dernière à partir, et avant de franchir la porte, elle m'a pris la main. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Davis », a-t-elle dit à voix haute pour qu'Ethan entende. Puis, elle a chuchoté à mon oreille « On se reverra bientôt ». Quand elles sont toutes parties, Ethan a fermé la porte et son expression a changé du tout au tout. Le masque du fils parfait a disparu et il est redevenu le monstre qu'il a toujours été. « Tu t'en es bien sorti », m'a-t-il dit froidement. « Pour une fois, tu ne m'as pas humiliée. » Ce n'était pas un compliment, c'était la confirmation que j'avais rempli mes devoirs de servante. Pendant que je ramassais la vaisselle et nettoyais la salle à manger, il est allé dans sa chambre se changer. Mais avant de partir, il m'a rappelé. « Au fait, le technicien vient demain vérifier ton ordinateur. Tu as consulté des sites bizarres. » Mon sang s'est glacé. Je n'avais pas mon propre ordinateur. Je n'utilisais le sien que quand j'en avais besoin. Et les seuls sites bizarres que j'avais consultés récemment étaient des sites sur les violences domestiques, des refuges pour femmes battues, des lignes d'aide. Ils savaient que j'avais cherché des informations. Ils savaient que j'envisageais de demander de l'aide. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était encore le comptable de l'entreprise d'Ethan. « Madame Davis, pouvez-vous venir à 15 heures? C'est urgent. » J'ai regardé l'horloge. Il était 14h15. Ethan était dans sa chambre, probablement en train de faire une sieste. C'était ma chance. « Oui ?» ai-je dit à voix basse. « Je serai là. » J'ai attrapé mes clés, mon sac, et je suis sortie discrètement de la maison. Je ne savais pas ce qui m'attendait à ce bureau, mais j'avais la sensation que ma vie allait changer pour toujours. En marchant vers l'arrêt de bus, j'ai repensé aux mots d'Evelyne. « On se reverra bientôt. » Ma sœur avait remarqué quelque chose, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une petite étincelle d'espoir. L'immeuble où Ethan travaillait était l'un de ces gratte-ciel modernes du centre-ville, tout en verre et en acier, qui imposent le respect depuis le trottoir. Je n'y étais jamais allée. Pendant toutes ces années, mon fils avait gardé sa vie professionnelle totalement séparée de moi, comme si c'était un secret que je ne devais pas connaître. Je suis montée au 18e étage où se trouvaient les bureaux de Northern Business Corporation. La réceptionniste, une jeune femme au sourire professionnel, m'a dirigée vers le bureau du comptable. Mon cœur battait si vite que je pensais que tout le monde l'entendrait. « Madame Davis », m'a salué un homme d'une 50aine d'années, lunettes et costume strict. « Je suis Adrien Castillo, comptable général de l'entreprise. Merci d'être venu si vite.
Je me suis assise devant son bureau en essayant d'avoir l'air calme, même si je tremblais intérieurement. Son regard était si sérieux que j'en étais encore plus nerveuse. Madame, je dois vous poser des questions au sujet de votre compte bancaire. A-t-il commencé en ouvrant un dossier rempli de documents? Plus précisément, au sujet de certains mouvements que nous avons détectés ces derniers mois. Je ne comprends pas, ai-je dit d'une voix tremblante. Quel rapport mon compte a-t-il avec l'entreprise? Adrien m'a regardé avec un mélange de pitié et d'inquiétude. Madame Davis, nous avons découvert que votre fils Ethan utilise des fonds de l'entreprise pour effectuer des transferts vers votre compte bancaire personnel, des transferts qui sont ensuite retirés de votre compte. J'ai eu l'impression de recevoir un coup dans l'estomac. Ce n'est pas possible. Ethan est un employé exemplaire. Il ne ferait jamais quelque chose comme ça. J'ai bien peur que si, a dit Adrien en me montrant une série de documents. Au cours des 6 derniers mois, il a détourné plus de 50 000 dollars de fonds de l'entreprise. L'argent apparaît d'abord sur son compte personnel, mais il est immédiatement transféré vers le compte qu'il partage avec vous. Mon monde s'est effondré. 50 000 dollars. Mon fils ne se contentait pas de me maltraiter physiquement. Il m'utilisait aussi, sans que je le sache, comme complice involontaire de ses vols. Mais je ne sais rien de tout ça, ai-je dit désespérément. Il gère tout mon compte. Je n'autorise aucun transfert. Nous le savons, a dit Adrien doucement. C'est pour ça que je vous ai appelé avant d'engager des démarches judiciaires. Nous avons besoin que vous déposiez une plainte formelle pour l'utilisation frauduleuse de votre compte bancaire. C'est la seule manière de blanchir votre nom dans cette affaire. J'avais la nausée. Non seulement j'étais victime de violences domestiques, mais maintenant j'étais aussi victime d'une fraude financière. Et le pire, c'est que mon propre fils avait fait de moi sa complice sans que je le sache. Qu'est-ce qui va arriver à Ethan? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Si vous déposez plainte, il sera arrêté pour détournement de fonds de l'entreprise et utilisation frauduleuse de comptes bancaires. Ce sont des crimes graves qui peuvent lui valoir entre 5 et 10 ans de prison. Je suis sortie de ce bureau dans un état de choc total. J'ai marché pendant des heures dans le centre-ville sans but, essayant d'absorber toutes ces informations. Mon fils était un voleur, un criminel, et j'avais été son outil sans le savoir. Quand je suis finalement rentrée chez moi, il était 18 heures. Ethan était dans le salon à regarder la télévision comme si c'était une journée normale. Quand il m'a vue entrer, il m'a regardée avec cette expression de supériorité qu'il arborait toujours. « Où étais-tu » a-t-il demandé sur un ton accusateur. « Je suis rentré du travail et tu n'étais pas là. La maison était en désordre après le déjeuner. » Pour la première fois depuis des années, je l'ai regardé droit dans les yeux sans baisser le regard. « J'étais à ton bureau. » Son expression a changé immédiatement. Le masque du contrôle s'est fissuré une seconde et j'ai vu la peur dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu as dit ?» J'étais à ton bureau, Ethan. J'ai parlé avec le comptable. Je sais ce que tu fais. Il s'est levé du canapé lentement, comme un prédateur prêt à attaquer. Je ne sais pas de quoi tu parles, maman. Je crois que tu es confuse. 50 000 dollars, ai-je dit en sentant ma voix se raffermir. 50 000 dollars que tu as volés à ton entreprise en utilisant mon compte bancaire. Ethan s'est approché de moi et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas reculé. Quelque chose avait changé en moi cet après-midi-là. Peut-être parce que je savais que je n'étais plus seule, que d'autres personnes connaissaient la vérité. « Écoute-moi bien, vieille idiote », a-t-il dit d'une voix basse et menaçante. « Tu n'as aucune idée de ce que tu racontes. Cet argent est à moi de droit. Tu me le dois pour tout ce que j'ai investi en toi toutes ces années. La nourriture que tu manges, le toit au-dessus de ta tête, les vêtements que tu portes. » « Avec mon propre argent », ai-je répliqué. « Ma pension, mes économies, l'argent que j'ai gagné en travaillant 40 ans. » Il m'a attrapé par le bras, mais cette fois je ne me suis pas tue. « Lâche-moi » ai-je crié de toutes mes forces. Il a été tellement surpris par ma réaction qu'il a effectivement lâché prise. Pendant 3 ans, j'avais été sa victime silencieuse. Et maintenant, pour la première fois, je lui criais dessus. « Tu es folle » a-t-il dit, mais sa voix ne sonnait plus aussi sûre. « Personne ne te croira. Tu es une vieille femme sénile qui ne sait même pas ce qu'elle dit. » Le comptable m'a cru, lui ai-je répondu.
Les documents parlent d'eux-mêmes. Les virements sont enregistrés. Tout est documenté. Ethan s'est resté silencieux quelques secondes, en train de traiter l'information. Puis son visage s'est durci davantage. Si tu ouvres la bouche, si tu déposes la moindre plainte, je te jure que je te détruis, m'a-t-il menacé. Cette maison est aussi à mon nom. Je peux te mettre à la rue demain. Et sans mon aide, sans mon argent, tu mourras seul comme un chien. Mais pour la première fois, ces menaces ne m'ont pas terrifiée. Il y avait quelque chose de différent en moi, une force que je ne savais pas posséder. Je n'ai plus peur de toi, Ethan, lui ai-je dit. Et en le disant, j'ai compris que c'était vrai. Pour la première fois depuis 3 ans, je n'avais plus peur de lui. Il a levé la main pour me frapper. Mais à cet instant, la sonnette a retenti. C'était Clarisse, ma voisine. « Monica !» criait-elle de l'extérieur. « Monica, tout va bien? J'ai entendu des cris. » Ethan a lentement baissé la main. Il ne pouvait pas me frapper avec un témoin à proximité. Sa réputation comptait trop pour lui. « Va voir ce qu'elle veut », a-t-il dit entre ses dents. « Et tu as intérêt à ne rien dire de bizarre. » Je suis allée ouvrir la porte, les jambes tremblantes. Clarisse était là, l'air inquiet, tenant un plat en casserole. « Bonjour, ma chère », m'a-t-elle dit. « Je t'ai apporté un ragoût que j'ai préparé, mais j'ai entendu des voix fortes et je me suis inquiétée. » Par-dessus son épaule, j'ai vu qu'une autre femme l'accompagnait. C'était Evelyne, ma sœur. Elle portait des vêtements décontractés et avait les cheveux attachés, mais je l'ai reconnue immédiatement. « Bonjour », a dit Evelyne en faisant semblant de ne pas me connaître. « Je suis nouvelle dans le quartier et je rendais juste visite à Madame Davis. J'espère qu'on ne vous dérange pas. » Ethan est apparu derrière moi, son faux sourire parfaitement en place. « Aucun problème, mesdames. Ma mère était un peu agitée parce qu'elle a brûlé le dîner. Vous savez comment sont les femmes âgées avec ce genre de choses. » Clarisse l'a regardée avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer. « Bien sûr, » a-t-elle dit. « Eh bien, Monica, voilà le plat. Et rappelle-toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis juste à côté. » Evelyne m'a regardé droit dans les yeux. « Oui, Madame Davis, tout ce dont vous avez besoin, jour ou nuit. » Quand elles sont parties, Ethan a claqué la porte. « Vieille fouineuse », a-t-il marmonné. « Mais ce n'est pas fini. Demain, on va à la banque ensemble et tu vas signer tous les papiers que je te dirai de signer. Tu vas retirer la plainte que tu as probablement déjà déposée et tu vas dire que c'était un énorme malentendu. »« Non », ai-je dit simplement. « Qu'est-ce que tu veux dire, non ? Je ne signerai rien. Je ne retirerai aucune plainte et je ne serai plus ton complice dans tes vols. » Ethan m'a regardé avec une rage que je n'avais jamais vue. C'était comme s'il avait enfin retiré tous ses masques et me montrait sa vraie nature. « Très bien », a-t-il dit avec un calme qui m'a fait plus peur que ses cris. « Si c'est comme ça que tu veux jouer, on va jouer. Mais je te préviens, quand j'en aurai fini avec toi, tu regretteras d'être né. » Je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. Ethan était enfermé dans sa chambre, mais je l'entendais parler au téléphone pendant des heures. Je ne savais pas ce qu'il préparait, mais je savais que je devais m'attendre au pire. À 3 heures du matin, j'ai entendu un bruit étrange dans le jardin. J'ai jeté un œil par la fenêtre et j'ai vu une silhouette bouger parmi les buissons. C'était Clarisse, et elle semblait installer quelque chose près de ma fenêtre. Le lendemain, j'ai compris ce qu'elle avait fait. Elle avait placé une petite caméra de sécurité dirigée vers ma maison, cachée parmi les plantes. Ma voisine savait que quelque chose de mauvais se passait et elle documentait tout. Le lendemain s'est levé gris et pluvieux, comme si le temps reflétait la tempête qui couvait dans ma vie. Ethan s'est levé plus tôt que d'habitude, à 5 heures. Je l'ai entendu se déplacer dans la maison, parler au téléphone à voix basse, préparer quelque chose qui me mettait sur les nerfs. Quand je suis descendue dans la cuisine, il était déjà habillé de son meilleur costume, celui qu'il portait pour les réunions les plus importantes. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, sa cravate impeccable. Il avait l'air du cadre supérieur prospère que tout le monde croyait connaître, pas du monstre qui vivait sous mon toit. « Bonjour maman », m'a-t-il dit d'une voix étrangement douce, presque chantonnante. « J'espère que tu as bien dormi. » Cette douceur m'a donné la chair de poule.
Je connaissais mon fils assez bien pour savoir que lorsqu'il était aimable, c'était qu'il préparait quelque chose de terrible. Oui, ai-je menti en lui servant son café comme chaque jour. Bien, a-t-il dit en souriant d'une façon qui n'atteignait pas ses yeux. Parce qu'aujourd'hui va être une journée très spéciale. J'ai réfléchi toute la nuit à notre conversation d'hier. J'ai décidé que tu as raison. Peut-être que j'ai été trop dure avec toi. Après tout, tu es ma mère et tu mérites du respect. Ces mots m'ont totalement déconcertée. Ethan admettant qu'il avait eu tort, demandant pardon. C'était tellement contraire à sa nature que j'ai su immédiatement que c'était un piège. C'est pourquoi, a-t-il continué en étalant du beurre sur son pain grillé, nous allons aller ensemble à la banque aujourd'hui. Nous allons éclaircir ce malentendu avec mon entreprise. Tu vas expliquer que tu as autorisé tous les transferts, que tu savais exactement ce qui se passait avec ton argent. Voilà la vraie raison de sa gentillesse. Je ne ferai pas ça, Ethan, ai-je dit en essayant de garder une voix stable. Son sourire a lentement disparu. Bien sûr que si, maman, parce que si tu ne le fais pas, des choses très désagréables vont se produire. Tu me menaces? Non, maman, a-t-il dit en finissant son café. Je t'explique la réalité. Regarde autour de toi. Cette maison, cette table où tu prends ton petit déjeuner, le lit où tu dors, la nourriture que tu manges. Tout ça est possible parce que je l'autorise. Et si je ne l'autorise plus, il a laissé la phrase en suspens, mais le message était clair. Il allait me laisser à la rue si je n'obéissais pas. Et puis, a-t-il ajouté en sortant son téléphone, j'ai pensé à appeler des médecins. Je connais des médecins spécialisés dans les personnes âgées qui ont des troubles mentaux comme la démence sénile. Tu sais, c'est très triste quand des mères commencent à inventer des histoires, à accuser leur propre fils de choses terribles. Mon sang s'est glacé. Il ne se contentait pas de me menacer de me mettre dehors. Il menaçait aussi de me faire déclarer folle, inapte pour que personne ne croie mon témoignage. Il y a plusieurs témoins qui peuvent confirmer la détérioration de ton état mental, a-t-il poursuivi de cette voix froide et calculatrice. Savannah, par exemple. Je lui ai dit hier que tu étais très confuse ces derniers temps. Les amis qui sont venus déjeuner ont aussi remarqué quelque chose d'étrange chez toi. C'était un mensonge, mais il était si convaincant que pendant un instant, j'ai douté de ma propre santé mentale. C'est comme ça que sa manipulation fonctionnait. Il me faisait douter de tout, même de ma propre perception de la réalité. Donc, nous allons à la banque à 10 heures, a-t-il dit en se levant. Tu vas mettre ta plus belle robe, tu vas te préparer, te faire belle, et tu vas sourire pendant que tu signes tous les papiers qu'on te mettra devant les yeux. Compris? Je ne lui ai pas répondu. J'ai commencé à ramasser la vaisselle du petit déjeuner, cherchant à gagner un peu de temps pour réfléchir. Je te parle, a-t-il crié, et toute trace de sa fausse douceur a disparu. Compris. Compris? Ai-je marmonné, me détestant d'être si lâche. Ethan est allé dans son bureau, mais avant de partir, il m'a prévenu. Ne pense même pas à quitter cette maison. Ne pense même pas à parler au téléphone avec qui que ce soit. Je reviens à 9h30 pour t'emmener à la banque. Dès que la porte s'est fermée, je me suis effondrée sur une chaise de cuisine et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais de rage pure. Rage contre lui, mais surtout rage contre moi-même de l'avoir laissé en arriver là. Je suis restée ainsi quelques minutes, jusqu'à entendre un léger coup à la porte de derrière. C'était Clarisse, le visage urgent. « Ah! Monica, ouvre vite !» a-t-elle chuchoté à travers la vitre. « C'est important. » J'ai ouvert la porte et elle est entrée rapidement, regardant partout pour s'assurer que nous étions seuls. « J'ai tout entendu », m'a-t-elle dit sans préambule. J'ai installé la caméra près de ta fenêtre de cuisine. J'ai enregistré toute la conversation avec ton fils. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Tout, a-t-elle répété. Les menaces, le chantage, la façon dont il te parlait. J'ai la preuve qu'il te force à mentir sur l'argent volé. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une étincelle d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Clarisse a souri. J'ai une amie qui travaille au bureau du procureur. Elle s'appelle Brenda et elle est spécialisée dans les affaires de violence domestique et de fraude financière. Mais il faut que tu viennes avec moi tout de suite.
Je ne peux pas, ai-je dit en sentant la peur reprendre le dessus. Ethan m'a interdit de quitter la maison. S'il découvre. Monica, m'a interrompu Clarisse en me prenant les mains. Écoute-moi bien, si tu vas à la banque aujourd'hui et que tu signes ces papiers, ton fils sera blanchi de toutes les charges. Il continuera de voler de l'argent et il continuera de te frapper. Mais en plus, tu seras considérée comme une complice volontaire de ces vols. Elle avait raison. Si je signais ces papiers, non seulement je perdrais ma dignité, mais je deviendrais aussi criminelle aux yeux de la loi. Mais si je n'y vais pas, ai-je dit d'une voix tremblante, il va mettre ses menaces à exécution. Il va me mettre dehors. Il dira que je suis folle. Il ne pourra rien faire de tout ça, m'a coupé Clarisse, parce qu'on va présenter les preuves avant qu'il ne puisse agir. Brenda m'a dit qu'avec les enregistrements, ils peuvent l'arrêter immédiatement. J'ai regardé l'horloge. Il était 8h30. Ethan serait de retour dans 1 heure. Oh, tu es sûre que ton ami peut m'aider? Totalement sûre, mais il faut y aller maintenant, Monica. C'est notre seule chance. J'ai pris une décision qui allait changer ma vie pour toujours. Je suis montée dans ma chambre, j'ai attrapé mon sac avec mes documents les plus importants, et j'ai quitté cette maison avec Clarisse. En marchant vers sa voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 3 ans. Du courage. Pour la première fois, je reprenais le contrôle de ma propre vie. Le bureau du procureur était un bâtiment administratif typique avec de longs couloirs et de petits bureaux. Brenda était une femme d'une quarantaine d'années, au regard intelligent et à la voix qui inspirait confiance. Madame Davis, m'a-t-elle dit après avoir examiné les enregistrements que Clarisse avait apportés. Ce que fait votre fils constitue plusieurs crimes: violence domestique, fraude financière, chantage et tentative d'entrave à la justice. Qu'est-ce que ça signifie? Ai-je demandé. Ça signifie que nous pouvons l'arrêter aujourd'hui, a répondu Brenda. Mais j'ai besoin que vous déposiez une plainte formelle pour tous ces crimes. Êtes-vous prête à le faire? J'ai regardé l'horloge. Il était 9h15. Dans 15 minutes, Ethan arriverait à la maison pour m'emmener à la banque. Quand il verrait que je n'étais pas là, sa rage serait incontrôlable. Oui, ai-je dit en sentant ma voix se raffermir. Je suis prête à déposer plainte. Brenda a souri. Parfait. Pendant que vous remplissez les formulaires, je vais coordonner avec la police pour qu'ils aillent arrêter votre fils. Savez-vous où il se trouve en ce moment? Il devrait arriver chez moi, ai-je dit. Il a dit qu'il viendrait me chercher à 9h30. Encore mieux, a dit Brenda en attrapant son téléphone. C'est plus simple de l'arrêter à un endroit connu. Pendant que je remplissais les formulaires de plainte, Brenda coordonnait avec la police. Clarisse est restée près de moi tout le temps, me tenant la main, me donnant de la force. « Tu es sûre de toi, Monica ?» m'a-t-elle demandé. « Une fois qu'on signe ces papiers, il n'y a plus de retour en arrière. » Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de toute ma vie, ai-je répondu. À 10h30, le téléphone de Brenda a sonné. C'était la police confirmant qu'ils avaient arrêté Ethan chez moi. Ils l'avaient trouvé en train de hurler comme un fou, de casser des objets et de me chercher partout dans la maison. « Il est en garde à vue », m'a dit Brenda. « Les charges sont graves. Il est très probable qu'il ne puisse pas obtenir de liberté sous caution. » J'ai eu l'impression qu'un poids énorme s'était enfin levé de mes épaules. Pour la première fois depuis 3 ans, je savais que j'allais dormir sans peur. Quand nous sommes retournés chez moi cet après-midi-là, la maison ressemblait à un champ de bataille. Ethan avait détruit pratiquement tout sur son passage avant que la police ne l'arrête. Les coussins du canapé étaient déchirés. Il y avait de la vaisselle cassée partout sur le sol de la cuisine, et les photos de famille accrochées au mur étaient en morceaux. « Mon Dieu !» a murmuré Clarisse en regardant les dégâts. Comment a-t-il pu faire ça si vite? Je connaissais la réponse. Je connaissais la rage aveugle d'Ethan quand les choses n'allaient pas dans son sens. Je l'avais déjà vu, mais jamais dirigé contre des objets. D'habitude, c'était moi la cible. Brenda, qui était venue avec nous pour documenter les dommages, prenait des photos de tout. Cela servira de preuve supplémentaire de son comportement violent, a-t-elle expliqué. Destruction de biens pendant une crise de rage.
Le juge verra exactement quel genre de personne est votre fils. Pendant que nous ramassions les éclats de verre et les morceaux de ma vie d'avant, mon téléphone s'est mis à sonner avec insistance. C'était un numéro inconnu. Ne répondez pas, m'a prévenu Brenda. C'est probablement lui qui appelle depuis la prison. Laissez la messagerie prendre. En effet, quand j'ai écouté les messages, c'était la voix d'Ethan, mais elle était totalement différente. Ce n'était plus le monstre menaçant du matin, c'était l'enfant effrayé qu'il prétend être quand il veut me manipuler. Maman, disait sa voix dans l'enregistrement. Maman, s'il te plaît, viens me sortir de là. C'était un malentendu. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu sais que je t'aime. Tu es la personne la plus importante de ma vie. S'il te plaît, maman, ne me laisse pas pourrir dans cette prison. Je suis ton fils, ton seul fils. Il avait laissé 5 messages similaires, chacun plus désespéré que le précédent. Dans le dernier, il pleurait même. Ça fait partie de sa stratégie de manipulation, m'a expliqué Brenda. D'abord la violence et les menaces, ensuite la posture de victime et la culpabilisation. C'est un schéma typique chez les agresseurs. Même si je comprenais rationnellement ce qui se passait, entendre mon fils pleurer m'a brisé le cœur. Pendant 35 ans, il avait été mon bébé, ma raison de vivre. C'était difficile de séparer le monstre qu'il était devenu du garçon qu'il avait été. Ça va? M'a demandé Clarisse en voyant mon visage. C'est compliqué, ai-je admis. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, mais c'est quand même mon fils. Ce soir-là, Clarisse a insisté pour que je reste chez elle. Ta maison n'est pas sûre pour le moment, m'a-t-elle dit. Ethan a des amis, et peut-être même Savannah. Quelqu'un pourrait venir chercher vengeance. Elle avait raison. Dans les messages vocaux, Ethan avait mentionné que Savannah gérait les choses de l'extérieur. Je ne savais pas exactement ce que cela signifiait, mais j'avais peur de le découvrir. La maison de Clarisse était petite mais chaleureuse. Il y avait une chambre d'amis avec un lit, une place et un petit bureau. Ah, et c'était la chambre de ma fille avant qu'elle se marie, m'a-t-elle expliqué. Maintenant, c'est la tienne, aussi longtemps que tu en auras besoin. Pour la première fois depuis 3 ans, je me suis couchée sans peur. Je n'avais pas à m'inquiéter des pas d'Ethan dans le couloir, de ses cris nocturnes ou de me réveiller sous les coups. C'était une sensation étrange, presque dérangeante. La paix peut faire peur aussi quand on n'y est pas habitué. Le lendemain, Brenda m'a appelé tôt avec des nouvelles. L'audience de mise en liberté sous caution d'Ethan a lieu aujourd'hui à 14 heures, m'a-t-elle informé. Le juge décidera s'il peut sortir de prison en attendant son procès. Quelles sont les chances qu'il soit relâché? Ai-je demandé en sentant la peur revenir. Avec les preuves qu'on a, très faibles, mais j'ai besoin que vous veniez témoigner à l'audience. Votre témoignage sera crucial pour que le juge comprenne le danger qu'il représente. L'audience avait lieu dans une petite salle. Ethan était assis à la table de la défense, vêtu d'une combinaison orange. Quand il m'a vu entrer, son expression a changé complètement. Il n'était plus l'enfant repentant des messages vocaux. Il était une rage pure, contenue. Savannah était assise sur les bancs du public, élégante comme toujours, mais elle avait l'air hagard, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a surprise. De la honte. Le juge était un homme âgé d'une 60aine d'années, au regard sérieux mais juste. Il a examiné tous les documents avant de commencer. Madame Davis, m'a-t-il dit quand ce fut mon tour de témoigner. Dites-moi avec vos mots ce que vous vivez chez vous depuis ces dernières années. J'ai pris une grande inspiration et j'ai parlé. J'ai raconté les coups, le contrôle de mon argent, les menaces, l'humiliation constante. Ma voix s'est brisée par moments, mais j'ai continué. Quand j'ai mentionné les 50 000 $ qu'il avait volés, j'ai vu Ethan se raidir sur son siège. Son avocat, un jeune homme en costume cher, a tenté d'interrompre sans cesse, mais le juge l'a fait taire. « Et que vous a dit votre fils hier matin au sujet de votre témoignage ?» a demandé le juge. Il a menacé de me faire déclarer mentalement inapte si je ne mentais pas pour lui. Il m'a dit qu'il me mettrait à la rue et que je me retrouverais sans rien. Le juge a ensuite écouté les enregistrements faits par Clarisse. Il les a écoutés en entier avec un casque pendant que toute la salle attendait dans le silence.
Monsieur Ethan Davis, a dit le juge une fois terminé. Les éléments présentés montrent un schéma clair de violence domestique, de fraude financière et d'intimidation de témoins. Vu la gravité des accusations et le risque que vous représentez pour la victime, votre demande de libération sous caution est refusée. Vous resterez détenu jusqu'à la date de votre procès. Ethan a explosé. C'est une injustice, a-t-il hurlé en se levant. Cette vieille folle invente tout. Je suis un citoyen respectable. J'ai des droits. Les agents ont dû le maîtriser pendant qu'il continuait à crier. Tu vas le regretter, maman. Quand je sortirai d'ici, je te ferai payer chaque jour que je passe dans cette prison. Ces menaces ont résonné dans la salle, confirmant exactement ce que j'avais dit sur sa violence. Après l'audience, Savannah s'est approchée de moi au tribunal. Madame Davis, a-t-elle dit d'une voix tremblante, je dois vous parler. Brenda et Clarisse se sont tendues, mais je leur ai fait signe que ça allait. Qu'est-ce que vous voulez, Savannah? Ai-je demandé. Je veux vous présenter mes excuses, a-t-elle dit, et pour la première fois depuis que je la connaissais, sa voix sonnait vraie. Je savais que quelque chose n'allait pas dans cette maison. J'entendais des cris, je voyais vos bleus, je remarquais comment vous sursautiez quand il élevait la voix. Alors pourquoi vous n'avez jamais rien dit? Ai-je demandé. Parce que j'avais peur, a-t-elle avoué. Ethan m'a menacée aussi. Il m'a dit que si je le trahissais, il détruirait ma carrière, ma réputation, et j'ai été lâche. Je vous ai laissé souffrir seule parce que j'avais peur de perdre ma vie confortable. Ses yeux se sont remplis de larmes. Quand ils l'ont arrêté hier, j'ai trouvé des documents dans son bureau à la maison. Il ne volait pas seulement l'entreprise, il volait aussi mon compte personnel. On est mariés depuis 2 ans et je n'ai jamais réalisé qu'il était un escroc. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ai-je demandé. Je vais demander le divorce immédiatement, a-t-elle dit avec détermination. Et je vais témoigner contre lui à son procès. J'ai déjà parlé à un avocat. Je veux collaborer avec le procureur pour qu'il paie pour tout ce qu'il nous a fait. En quittant le tribunal, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des années. Un espoir réel. Non seulement j'avais réussi à échapper à mon fils, mais j'avais désormais des alliés dans mon combat pour la justice. Cet après-midi-là, en rentrant chez Clarisse, Brenda m'a annoncé une autre bonne nouvelle. L'entreprise où travaille Ethan veut trouver un accord, m'a-t-elle informé. Ils acceptent de ne pas engager de poursuites supplémentaires contre vous si vous coopérez en restituant l'argent volé. Et en reconnaissance du fait que vous êtes une victime de fraude, ils vont vous verser une compensation de 20 000 $. 20 000 $. C'était plus d'argent que je n'en avais eu à disposition pendant les 3 dernières années. Et ma maison? Ai-je demandé. Ethan disait que son nom était aussi sur l'acte. Nous avons vérifié, a répondu Brenda avec un sourire. Votre fils a menti. L'acte est toujours uniquement à votre nom. Il a falsifié des papiers, mais légalement la maison vous appartient entièrement. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à entrevoir un avenir possible. Un avenir sans peur, où je pourrais décider par moi-même, où je pourrais être propriétaire de ma propre vie. Mais je savais aussi qu'Ethan n'abandonnerait pas facilement. Ses menaces à l'audience étaient main claire. Cette guerre ne faisait que commencer. 3 semaines après l'arrestation d'Ethan, ma vie avait complètement changé, mais pas comme je l'avais imaginé. Même si j'étais physiquement en sécurité chez Clarisse, psychologiquement j'étais encore sa prisonnière. J'avais développé une paranoïa constante qui me tenait éveillée la plupart des nuits. Le moindre bruit me faisait sursauter. Chaque voiture qui s'arrêtait devant la maison me faisait courir à la fenêtre. Chaque appel inconnu me provoquait une crise de panique. Brenda m'avait expliqué que c'était normal, qu'après des années de maltraitance, la peur ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est un syndrome de stress post-traumatique, m'avait-elle dit. Votre esprit et votre corps ont l'habitude de vivre en état d'alerte permanent. Il faudra du temps pour guérir. Mais il n'y avait pas que le traumatisme. Ethan avait réussi à me faire parvenir des messages depuis la prison. Des messages qui m'ont glacé jusqu'aux os. Le premier est arrivé par l'intermédiaire d'un autre avocat qui n'était pas son représentant officiel. C'était une lettre manuscrite, de l'écriture que je connaissais si bien. « Chère maman, j'espère que tu profites de ta petite victoire.
J'espère que tu te sens très courageuse de m'avoir trahie. Mais je veux que tu saches une chose, ce n'est pas fini. Je sais des choses sur toi que personne d'autre ne sait. Des secrets que tu as gardés pendant 40 ans dans ce cabinet. Des choses qui pourraient ruiner non seulement ta réputation, mais aussi ta liberté. Mon cœur s'est arrêté en lisant ces lignes. Quel secret! Pendant mes 40 ans comme secrétaire chez Sullivan Associates, j'avais bien sûr manipulé des informations confidentielles, mais je n'avais jamais fait quoi que ce soit d'illégal. Du moins, c'est ce que je croyais. Tu te souviens de l'affaire Williams contre l'État? Maman, celle d'il y a 15 ans, j'ai trouvé les documents que tu as cachés, ceux que tu as modifiés pour aider M. Sullivan à gagner ce dossier à plusieurs millions. Des documents qui, s'ils voient la lumière, pourraient t'envoyer en prison pour entrave à la justice. Mes mains se sont mises à trembler violemment. Je me souvenais vaguement de l'affaire Williams. C'était un dossier difficile où le cabinet représentait une entreprise pharmaceutique accusée d'avoir dissimulé des effets secondaires mortels d'un médicament. Monsieur Sullivan m'avait demandé d'organiser certains documents en retirant des mémos qui pouvaient nuire à son client. J'avais cru que c'était normal, que c'était mon travail de secrétaire. Je n'avais jamais pleinement compris les implications juridiques de ce que je faisais. Mais Ethan avait raison. Techniquement, j'avais altéré des éléments de preuve dans une affaire judiciaire. J'ai des copies de tout, maman. Et si tu n'abandonnes pas les charges contre moi, si tu ne viens pas t'excuser publiquement pour tes mensonges, ces documents finiront sur le bureau du procureur. Imagine les titres. Secrétaire de 61 ans, arrêté pour complicité dans une dissimulation de mort liée à un médicament. Le reste de la lettre détaillait comment il allait détruire ma vie si je n'obéissais pas. Il avait des contacts dans les médias. Il connaissait des journalistes qui paieraient cher une histoire de corruption judiciaire. Ma photo serait dans tous les journaux. Mon nom serait à jamais associé à un scandale. Quand Clarisse m'a trouvée en larmes, la lettre à la main, elle a immédiatement appelé Brenda. C'est du chantage évident, a dit Brenda après avoir lu la lettre. Mais nous devons savoir si ces menaces ont un fondement. Que vous souvenez-vous exactement de l'affaire Williams? Je lui ai dit tout ce dont je me rappelais, y compris les consignes de M. Sullivan sur la réorganisation des documents. Saviez-vous que ce que vous faisiez pouvait être illégal? M'a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu honnêtement. Je suivais des ordres. M. Sullivan m'a dit que c'était une procédure normale pour protéger la confidentialité du client. Brenda a soupiré. Juridiquement, l'ignorance n'est pas une excuse. Si vous avez réellement altéré des preuves, même sans intention criminelle, vous avez techniquement commis un délit. Mon monde s'est effondré de nouveau. Juste au moment où je croyais être sortie de l'emprise d'Ethan, il avait trouvé un autre moyen de me contrôler. Qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé désespérée. Si j'abandonne les charges, il sortira et il me tuera. Si je ne les abandonne pas, je vais en prison pour quelque chose que j'ai fait il y a 15 ans sans savoir que c'était illégal. D'abord, calmez-vous, m'a dit Brenda. Ensuite, nous allons enquêter sur les documents qu'il prétend avoir et sur la façon dont il les a obtenus. Et enfin, nous allons chercher des moyens de limiter les dégâts juridiques si ces preuves existent réellement. Les jours suivants ont été un cauchemar d'enquête juridique. Brenda a travaillé avec une équipe d'avocats spécialisés dans les vieux dossiers pour revoir l'intégralité du dossier Williams. Pendant ce temps, je vivais dans un état de terreur constante, attendant qu'on vienne m'arrêter à tout moment. Clarisse a été mon salut pendant ces semaines sombres. Elle ne m'a pas seulement offert un refuge chez elle, elle est devenue la sœur que je n'avais jamais eue. Chaque soir, elle restait avec moi pendant que je pleurais, me préparait une tisane à la camomille pour m'aider à dormir et me répétait sans cesse que je n'étais pas seule. Quoi qu'il arrive, on va y faire face ensemble. Tu n'es plus cette femme terrifiée qui vivait sous la terreur de son fils. Mais je me sentais exactement comme cette femme terrifiée. Ethan avait obtenu ce qu'il voulait. Il m'avait replongée dans la peur et le désespoir qui avait été ma vie pendant 3 ans. Une semaine plus tard, la deuxième lettre est arrivée, encore plus cruelle. Je vois que tu n'as pas appris la leçon, maman. Je vois que tu crois encore pouvoir me défier. Très bien, maintenant tout le monde va découvrir qui tu es vraiment. Avec la lettre, il y avait une enveloppe contenant des photos. Des photos de documents,
En effet, des mémos internes de Sullivan and Associates avec mon écriture dessus, où j'avais noté des commentaires dans la marge, des dates modifiées et des pages manquantes dans les dossiers originaux. Ces photos seront dans les journaux demain soir. Si tu ne viens pas me voir en prison avant vendredi, tu viendras seul, sans avocat, sans témoin, et tu apporteras une lettre signée demandant l'abandon de toutes les charges contre moi parce que tout n'était qu'un malentendu causé par ta détérioration mentale. Ma détérioration mentale, cette accusation qui me glaçait le sang encore une fois. Et si tu ne viens pas, non seulement ces photos seront dans les journaux, mais tu verras aussi les enregistrements. Des enregistrements? Quels enregistrements? Tu croyais que je ne savais pas que tu avais des caméras dans la maison. Maman, tu croyais que j'étais si stupide. Moi aussi, j'ai des enregistrements. Des enregistrements de toi acceptant de l'argent liquide de la part de clients au cabinet. De l'argent que tu n'as jamais déclaré. Fraude fiscale. Maman, encore 15 ans de prison. Cette fois, ce n'était plus seulement du chantage. C'était une guerre psychologique totale. Ethan avait préparé cette situation pendant des mois, peut-être des années. Il avait collecté des éléments, planifié chaque mouvement, anticipé ma rébellion. Quand Brenda a lu la deuxième lettre, son expression est devenue très grave. Monica, j'ai besoin que vous me disiez toute la vérité sur votre période au cabinet, tout ce que vous avez pu faire, toute irrégularité, tout argent reçu en dehors de votre salaire. Je lui ai parlé des primes de Noël en liquide que M. Sullivan me donnait chaque année, de l'argent que je n'avais jamais déclaré parce que je pensais que c'était un cadeau personnel. Je lui ai parlé des fois où des clients reconnaissants m'avaient donné des pourboires en liquide pour des services particuliers, de l'argent que je n'avais pas déclaré non plus parce que je ne savais pas que je devais le faire. Au total, de combien parle-t-on sur 40 ans? A-t-elle demandé. Peut-être, peut-être 1000 $, ai-je dit honteuse. Brenda a calculé rapidement. Avec intérêts et pénalités, cela représenterait une dette fiscale d'environ 40 000 $. Mais le plus grave, c'était que c'était techniquement de la fraude fiscale. Mon fils avait construit un piège parfait. Si je le dénonçais, il me détruirait avec la preuve de mes propres erreurs. Si je ne le dénonçais pas, il resterait libre de me frapper et de voler. Il y a une troisième option, a dit Brenda après avoir réfléchi longtemps. Une option à laquelle aucun de vous deux ne s'attend. On prend les devants. Nous avouons volontairement toutes vos erreurs avant qu'ils ne puissent s'en servir comme levier. Et nous utilisons cette confession pour montrer que votre fils est un manipulateur accompli, qui exerce un contrôle psychologique sur ses victimes, même depuis la prison. C'était un pari risqué. Cela signifiait admettre publiquement que j'avais commis des infractions, faire face à d'éventuelles conséquences légales et m'exposer à l'humiliation. Mais cela signifiait aussi retirer à Ethan son arme principale, mon secret. Si nous faisons ça, a poursuivi Brenda, votre fils perd tout son pouvoir sur vous. Il ne peut plus vous faire chanter puisqu'il n'y a plus rien à cacher. J'ai regardé par la fenêtre ma maison, vide et brisée de l'autre côté de la rue. Cette maison représentait mon passé, mes erreurs, mes peurs, mais elle représentait aussi mon avenir, ma liberté, ma chance de recommencer. Faisons-le, ai-je fini par lui dire. Je suis fatiguée de vivre dans la peur. Je suis fatiguée que mon fils contrôle ma vie depuis une cellule. Brenda a souri. Demain, on va lui faire la surprise de sa vie. Le jour où nous avons décidé de nous battre est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. Brenda avait organisé une conférence de presse à 14 heures, où j'allais confesser volontairement toutes mes erreurs passées avant qu'Ethan ne puisse les utiliser contre moi. C'était une stratégie risquée, mais c'était notre seule chance de reprendre le contrôle. Ce matin-là, je me suis réveillée avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis l'arrestation d'Ethan, je n'avais plus peur. J'avais pris une décision qui allait changer ma vie pour toujours, et étrangement, je me sentais en paix. Clarisse m'a aidée à me préparer. J'ai mis ma robe grise la plus sobre, celle que je portais pour les occasions formelles quand je travaillais au cabinet. J'ai mis un peu de maquillage, juste assez pour ne pas paraître épuisée, mais sans chercher à cacher qui j'étais. « Tu es sûre, Monica ?» m'a demandé Clarisse pour la 5e fois ce matin-là. « Une fois que tu dis ces mots en public, il n'y a pas de retour. »« Je suis totalement sûre, »
ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma propre voix. Pendant 3 ans, j'ai vécu comme une prisonnière dans ma propre maison par peur des conséquences. Je ne resterai pas prisonnière de mes erreurs passées. À midi, Brenda m'a appelé avec une nouvelle inattendue. Monica, quelque chose d'extraordinaire vient de se produire. Raphaël Miller, le supérieur d'Ethan dans l'entreprise, veut vous parler avant la conférence de presse. Raphaël était l'homme qui avait découvert les vols d'Ethan, le même homme qui avait blêmi en apprenant la vérité. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait me voir. Nous nous sommes rencontrés dans le bureau de Brenda. Raphaël était un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris, avec une présence qui imposait le respect. Quand il m'a vu entrer, il s'est immédiatement levé. Madame Davis, m'a-t-il dit d'une voix chaleureuse mais sérieuse. D'abord, je veux vous présenter mes excuses. Si j'avais mieux encadré Ethan, si j'avais prêté attention aux signaux d'alerte, peut-être aurions-nous pu vous éviter tant de souffrances. Ces mots m'ont surprise. Vous ne pouviez pas savoir ce qui se passait chez moi. Peut-être pas, a dit Raphaël en s'asseyant en face de moi. Mais je pouvais savoir que quelque chose d'étrange se passait avec les finances de l'entreprise. Les vols de votre fils n'ont pas commencé il y a 6 mois. Ils ont commencé il y a 2 ans. Mon cœur s'est arrêté. 2 ans? 2 ans, a confirmé Raphaël. De petits montants au début, si petits que nous les avons attribués à des erreurs comptables. Mais quand nous avons enquêté après votre plainte, nous avons découvert qu'ils volaient systématiquement depuis longtemps. Brenda s'est penchée en avant. De quel montant total parle-t-on? 130 000 dollars, a répondu Raphaël, qui ont été versés sur des comptes qu'il contrôlait, y compris votre compte bancaire. J'ai eu la nausée. Non seulement j'étais victime de violences physiques et psychologiques, mais j'avais été l'instrument involontaire d'un détournement massif pendant 2 années entières. Mais ce n'est pas tout, a continué Raphaël. Quand Ethan a été arrêté, notre service juridique a décidé d'aller plus loin. Nous avons découvert qu'il falsifiait des rapports, manipulait des contrats et vendait même des informations confidentielles de l'entreprise à des concurrents. Pourquoi me dites-vous ça? Ai-je demandé. Raphaël a souri pour la première fois depuis le début de la conversation. Parce que nous voulons vous proposer un emploi, Madame Davis. Un emploi. Au cours de notre enquête, nous avons examiné votre parcours professionnel. 40 ans chez Sullivan & Associates, des références impeccables, de l'expérience avec des dossiers complexes. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expérience pour nous aider à reconstruire tout ce que votre fils a détruit. Et je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Au lieu de faire face à une arrestation et à l'humiliation publique, on m'offrait une chance de recommencer. Le salaire serait de 4 000 dollars par mois, a poursuivi Raphaël. Plus une assurance santé, plus une compensation spéciale de 50 000 dollars en reconnaissance du tort que nous vous avons involontairement causé. 4 000 dollars par mois, c'était plus de 3 fois ma pension actuelle, et 50 000 dollars d'indemnisation. Soudain, mon avenir ne paraissait plus aussi désespéré. Mais il y a une condition, a ajouté Raphaël. Nous avons besoin que vous témoigniez au procès de votre fils. Votre témoignage sera essentiel pour qu'il réponde de tous ses crimes, pas seulement de ceux commis contre vous. Bien sûr, ai-je répondu sans hésiter. Je ferai tout ce qu'il faut. À 14 heures, la salle de presse était pleine de journalistes, de caméras et de micros. Brenda avait invité tous les médias locaux en expliquant qu'une victime de violences domestiques allait faire une déclaration importante au sujet d'un chantage depuis la prison. Quand je me suis assise face aux caméras, j'ai ressenti une peur différente de celle que j'avais vécue pendant des années. Ce n'était pas la peur d'Ethan, ce n'était pas la peur des coups ou des menaces, c'était la peur de la liberté, la peur de la responsabilité d'être propriétaire de ma propre vie. Je m'appelle Monica Davis. Ai-je commencé en regardant directement les caméras. J'ai 61 ans et depuis 3 ans, je suis victime de violences domestiques de la part de mon fils, Ethan Davis. J'ai raconté toute mon histoire. Les coups, le contrôle financier, les menaces, les vols systématiques de mon argent, mais j'ai aussi raconté la partie qu'Ethan s'attendait à ce que je garde secrète. Pendant mes 40 ans comme secrétaire au cabinet Sullivan & Associates, j'ai commis des erreurs, ai-je dit en sentant ma voix se renforcer à chaque mot.
des erreurs que je ne savais pas illégales à l'époque, mais que je reconnais aujourd'hui comme telles. J'ai expliqué l'affaire Williams, les documents altérés, l'argent non déclaré, tout. Je n'ai rien caché. Mon fils a découvert ces erreurs et il les utilise pour me faire chanter depuis la prison. Il a menacé de m'exposer publiquement si je ne retirais pas les charges contre lui. Aujourd'hui, je suis ici pour lui retirer cette arme. Je préfère affronter les conséquences de mes erreurs plutôt que de continuer à être sa victime. La salle était totalement silencieuse. Les journalistes prenaient des notes frénétiques. Les caméras enregistraient chaque mot. Je veux adresser un message à toutes les femmes qui subissent des violences de la part de leur fils, mari ou partenaire. Ai-je continué. Le chantage émotionnel, le contrôle financier, les menaces d'exposition, ce sont aussi des formes de violence. Ne laissez pas la peur du jugement public vous garder prisonnière. La liberté vaut plus que la réputation. Après la conférence de presse, Brenda m'a informé que le procureur avait décidé de ne pas engager de poursuite contre moi pour mes erreurs passées. Votre confession volontaire, combinée au fait que vous étiez victime de chantage, fait de vous un témoin plus utile qu'une accusée, a-t-elle expliqué. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, je suis retournée dormir dans ma propre maison. Clarisse a insisté pour rester avec moi les premières nuits jusqu'à ce que je me sente complètement en sécurité. En m'allongeant dans mon propre lit, dans ma propre maison, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis 3 ans. Le contrôle total de ma propre vie. Ethan était toujours en prison, face à de multiples chefs d'accusation qui le garderaient probablement enfermé pendant de longues années. Son chantage n'avait plus de pouvoir, parce que je n'avais plus de secret à cacher. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro de la prison, mais cette fois, je n'avais pas peur de répondre. Maman, c'était la voix d'Ethan, mais elle semblait complètement brisée. J'ai vu ta conférence de presse aux infos. Et qu'est-ce que tu en penses? Lui ai-je demandé avec un calme qui m'a surprise moi-même. Tu as tout détruit, a-t-il dit sans colère, seulement une profonde tristesse. Tu as détruit ma dernière chance de sortir d'ici. Non, Ethan, ai-je répondu. Tu as détruit cette chance le jour où tu as décidé de transformer ta mère en victime. Il y a eu un long silence de l'autre côté. Est-ce que tu me pardonneras un jour? A-t-il demandé enfin. Un jour, ai-je dit honnêtement. Quand tu paieras pour ce que tu as fait, quand tu chercheras une aide réelle pour changer, quand tu comprendras les dégâts que tu as causés, alors peut-être que je pourrai te pardonner. Mais je n'oublierai jamais. J'ai raccroché et j'ai éteint le téléphone. Le lendemain, je commencerai mon nouveau travail, ma nouvelle vie. Mais cette nuit-là, je voulais simplement dormir en paix dans ma propre maison, sans peur, sans menace, sans chantage. Pour la première fois depuis 3 ans, j'étais complètement libre. Et même si le chemin avait été douloureux, même si j'avais dû affronter mes propres erreurs publiquement, et même si j'avais perdu à jamais la relation avec mon fils, je savais que j'avais pris la bonne décision. Ethan avait appris que les victimes peuvent devenir fortes, que les secrets perdent leur pouvoir quand on les expose à la lumière, et que la justice, même lente, finit par arriver. Et moi, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa propre vie, peu importe depuis combien d'années on a vécu dans l'ombre. Voici mon histoire de libération.